Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner ma vision parce que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à me dire « Mais Tim, pourquoi est-ce que tu investis uniquement sur le marché français? Pourquoi pas Dubaï? Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi pas le Portugal ?» Et ma vision, en fait, au-delà de mon amour pour la patrie que vous connaissez, il y a une vraie raison à la fois mathématique et stratégique. Cette explication rationnelle, elle fait que 100% de mon parc immobilier actuel, un petit peu moins de 15 millions d'euros d'actifs sous gestion avec les projets en cours, sont entièrement investis à l'intérieur de l'Hexagone. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais s'il vous plaît, ne vous entretuez pas dans les commentaires, ne vous insultez pas et gardez à l'esprit que chaque commentaire doit être écrit avec amour et bienveillance. Et sur ces belles paroles, c'est parti. Argument numéro 1, l'effet de levier. On va pas se mentir, c'est le plus important de tous les arguments que je vais vous expliquer dans cette vidéo parce que c'est ce qui fait que mathématiquement, l'investissement que vous allez réaliser en France parce que vous êtes résidence fiscale français va avoir un taux de rentabilité, un taux de retour sur capital qui sera largement supérieur que si vous investissiez sur le marché anglais, sur le marché américain, sur le marché espagnol, sur le marché marocain, en fait quasiment n'importe quel pays à travers le monde. La caractéristique qui est assez franco-française, on va dire, c'est de pouvoir emprunter 100 en mettant 10 sur la table. Grosso modo, vous souhaitez faire un crédit immobilier de 100 000 euros, une banque traditionnelle dans une situation traditionnelle avec des revenus traditionnels vous demandera environ 10 000 euros d'apport personnel sur le dossier, ce qui est très largement moins que nos voisins anglais, que nos voisins américains, que nos voisins espagnols. Et quand on met moins sur la table grâce à l'effet de levier, en fait, on gagne plus. Pour ça, prenons un exemple concret. Admettons que vous achetiez un appartement à 100 000 euros. Cet appartement à 100 000 euros, placé à 10% parce que vous avez regardé cette chaîne YouTube, poncé toutes les vidéos de cette chaîne YouTube et que vous avez réussi à trouver une pépite immobilière. 10% de 100 000 euros, ça fait 10 000 euros, ce qui veut dire que grosso merdo, cet appartement va vous rapporter 10 000 euros de loyer par an. Et sur ces 10 000 euros de loyer, vous allez avoir trois choses. Segment numéro 1, le remboursement du capital. C'est l'argent que vous devez à la banque et c'est donc l'actif que vous allez créer chaque mois et le passif que vous allez réduire en réduisant votre dette. Deuxième verticale, les intérêts d'emprunt qui sont ces fameux frais que le banquier, la banque va prélever et que vous allez gentiment lui demander pour la remercier de vous avoir prêté de l'argent. Et enfin, le cash flow, le flux de trésorerie positive, la marge que vous allez dégager entre ce que vous devez, vos charges et les loyers que vous allez encaisser. Si vous m'avez suivi, vous avez compris que ce qu'on gagne en réalité dans l'investissement immobilier, c'est le remboursement du capital plus le cash flow. Et même si on veut être exhaustif, il faudrait rajouter la plus-value latente que vous avez générée à l'intérieur de votre bien. Et à ce moment-là, on aurait un calcul absolument complet du taux de rentabilité sur capital de votre investissement. Mais si vous avez bien entendu, je viens de préciser sur capital et non pas le taux de rentabilité de votre placement. Parce que oui, avec votre immobilier, vous êtes à 10% de rentabilité. Mais au vu des 10 000 euros que vous avez mis sur la table, admettons que sur les 10 000 euros de loyer que vous encaissez chaque année, il y a 3 000 euros qui partent en intérêt et 7 000 euros qui servent à la fois pour un bout de cash flow et principalement pour le remboursement du capital, ce qui veut bien dire que chaque année, vous allez vous enrichir de 7 000 euros grâce à votre investissement. Mais si on fait le calcul jusqu'au bout, encore une fois avec la rentabilité sur capital, vous gagnez 7 000, vous avez mis 10 000 sur la table, vous avez donc réalisé un placement à 70% de retour sur investissement et c'est 70% parce que c'est de l'immobilier, parce que c'est de la pierre, parce que vous l'avez bien choisi, ils sont quasiment prédictifs de manière positive sur les 15 prochaines années jusqu'à ce que vous ayez fini de rembourser votre crédit. Et la différence entre si vous utilisez l'effet de levier bancaire ou si vous achetez cash, c'est tout simplement 60 points de rentabilité, mais je vous laisse encore acheter cash si vous le souhaitez. Maintenant que vous avez compris le raisonnement, vous comprenez aussi qu'un Américain qui met 30% d'apport personnel dans sa résidence principale ou dans n'importe quel dossier d'investissement, s'il met 3 fois plus d'apport, mécaniquement, il aura une rentabilité 3 fois plus faible. Idem si vous habitez à Dubaï et qu'on vous demande 50% d'apport sur votre dossier, idem au Portugal, bref, idem dans plein de pays dans le monde. Et ça, c'est l'argument numéro 1 franco-français pour lequel vous devez investir en France. Argument numéro 2, la conjoncture de marché. Quand on est investisseur, grosso modo, on peut dire qu'on gagne notre vie en faisant ce que les autres ne font pas, en voyant ce que les autres ne voient pas et en se positionnant sur des secteurs de marché qui sont attractifs et valorisables. Si on devait résumer le travail d'un investisseur en une seule maxime, on dirait qu'il s'agit d'acheter pas cher des actifs pour lesquels il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc quand vous achetez un logement
dans un marché français dans lequel on estime de près ou de loin qu'on manque à peu près de 4 millions de logements décents pour loger convenablement l'ensemble de la population. On peut donc dire sans prétention que vous êtes dans une convention de marché qui est favorable à un investissement. Et en plus des manques de logements, il y en a partout, que ce soit dans les grandes villes, à la campagne, dans le nord, dans le sud, absolument partout. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à creuser sur ce site internet qui est qu'un organisme d'études économiques qui s'appelle l'Observatoire des loyers et qui réalise des études en local sur certains territoires, peut-être le vôtre, et vous verrez que ça vous donnera plein de billes sur vos stratégies d'investissement. Est-ce qu'il vaut mieux acheter de la petite surface, de la moyenne surface, de la grande surface, de la maison ou de l'appartement? Bref, creuser la question, c'est un game changer en tant qu'investisseur. Argument numéro 3, l'inflation. Alors vous allez me dire, il est un peu marteau celui-là, il nous dit que parce que le pays est plongé dans une période d'inflation, c'est un bon argument pour investir dans la pierre. Avec en plus une grande baisse du pouvoir d'achat, des difficultés économiques, etc. Alors oui, en période d'inflation, les actions ont tendance à baisser, la plupart des placements ont tendance à baisser, le pouvoir d'achat des ménages diminue, ils dépensent moins, ils achètent moins, le prix de l'immobilier frémit un petit peu parce que les gens ne peuvent plus emprunter, ils n'achètent plus, mais vous savez ce qui augmente? Les loyers. Et quand vous êtes un propriétaire locatif avec 5 appartements, 10 appartes, 15 appartes, 20 appartes, 50 appartes, 100 appartements et que vous êtes dans un pays en forte période d'inflation, eh bien en fait, vous gagnez de plus en plus votre vie. Et ça parce que dans un bail français, mais c'est pas le seul pays dans le monde à l'appliquer, que ce soit d'ailleurs pour l'habitation ou pour le commerce, le loyer que vous allez facturer à votre locataire, il est indexé sur un indice qu'on appelle l'indice de référence des loyers, qui est publié par les organismes étatiques tous les trimestres et qui est un indice qui sert à réviser le loyer en cours de bail. Parce que oui, avec un bail classique bien construit et bien rédigé, vous avez la possibilité à chaque date d'anniversaire de votre bail de réviser le loyer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'indice de révision des loyers. Et cet indice, il suit de manière quasi linéaire l'évolution de l'inflation. Donc plus il y a d'inflation, plus l'indice va augmenter, plus l'indice va augmenter, plus vous allez pouvoir revaloriser vos loyers. Et quand on facture plus cher quelque chose dont le prix ne bouge pas, en général, mathématiquement, on gagne mieux notre vie. Petit spoiler, les augmentations de loyers grâce à cet indice en 2023, c'est 4% d'augmentation de revenus. Argument numéro 4, les pouvoirs publics français. Quand vous investissez dans un pays où les pouvoirs publics sont globalement pas super compétents pour dynamiser la production de logements, un pays dans lequel on a du mal à construire, on impose très fortement les revenus locatifs, on essaye de les imposer de plus en plus, on limite les permis de construire, on augmente les normes sur l'immobilier neuf. La conclusion de ça, c'est ce qui se passe chez nous, on arrête de construire des logements neufs parce qu'on ne s'en sort pas. Tout ça va créer des carences, on en a déjà parlé dans le deuxième argument de cette vidéo, mais plus précisément, qui est en fait la victime de cette mauvaise gestion? Les promoteurs, les constructeurs de l'immobilier neuf, les fournisseurs de matériaux qui fournissent toiture, moellons, charpente, isolation. Et je peux vous dire que ces professionnels ont passé une sale année en 2023. Bon, maintenant, quand on réfléchit à spéculer sur un marché dans le but d'avoir une appréciation de la valeur de son portefeuille, vous m'avez suivi, avoir un portefeuille plus important à la sortie qu'à l'entrée dans celui-ci, eh bien en fait, on ne va pas vers l'immobilier neuf. Parce qu'il est neuf, on va le vendre le plus cher du marché, au plus haut du marché. Et comme l'immobilier frémit un petit peu à cause de l'inflation, on sait qu'en faisant ça, on ne fera pas un bon placement sur le long terme ou à minima moyen. Résultat, on ne vend plus de logements neufs et comme on n'en vend plus, on n'en produit plus. Mais par contre, les gens sont toujours là. On manque toujours de 4 millions de logements à l'échelle nationale et les personnes qui n'ont pas de logement, il faut bien trouver des solutions. Résultat des courses, on se rabat sur l'immobilier ancien. Et qui achète, rénove et transforme de l'immobilier ancien? Les investisseurs particuliers, voire semi-professionnels et en aucun cas les promoteurs, lotisseurs ou professionnels du secteur. Donc si on avait des politiques publiques qui étaient pro-logement, qui favoriseraient la création de logements neufs, où on pourrait construire beaucoup plus d'immeubles, beaucoup plus d'entrepôts, beaucoup plus de locaux commerciaux, le phénomène de rareté qu'on a actuellement sur l'immobilier et qui est propice à toute personne qui investit dans l'immobilier disparaîtrait et l'attraction pour cette catégorie d'actifs changerait considérablement, mais pour tout vous dire, c'est pas prêt de changer. Résultat des courses, plus quelque chose est rare, plus il a de la valeur et si vous arrivez à acheter pas cher quelque chose de rare pour lequel beaucoup de gens aimeraient payer, afin de l'utiliser, vous avez la clé pour réaliser un investissement de bonne qualité. C'était mon quatrième et dernier argument, évidemment il y en aurait plein d'autres. Ne mettez pas la liste de tous les contre-arguments dans les commentaires de cette vidéo, évidemment qu'il y en a. La plus fine tranche de pain, les amis, comporte toujours deux côtés. La France est un beau pays pour investir dans l'immobilier. Et en conclusion de cette vidéo, je finirai comme disent certains, vive la République, vive la France.